Mesdames, Messieurs, je vous accueille avec beaucoup de plaisir pour cette nouvelle conférence débat du Cercle des managers de l'immobilier. Je vous rappelle que dans cette période de confinement, nous sommes revenus à une fréquence hebdomadaire de nos débats et on ne l'a pas fait seulement parce que chacun est assoiffé d'informations plus encore que d'habitude, mais tout simplement parce que les sujets, les inquiétudes se multiplient et qu'il faut aussi que nous nous intéressions pour éclairer les pouvoirs publics, pour échanger au sein de la communauté immobilière à tous ceux qui sont des acteurs de l'immobilier. On va parler aujourd'hui de femmes et d'hommes dont je n'engage que moi, mais chacun pourra s'exprimer sur ce sujet, qu'on n'en parle pas assez. Ils sont pourtant l'essentiel des forces vives de la transaction, notamment résidentielle, transaction d'habitation dans notre pays. On estime que de l'ordre de 100 000 personnes seraient des négociateurs ou négociatrices pour les ventes, pour les locations de logements. Et parmi ces quelques 100 000 personnes, 80 000, 80%, proportion est facile à calculer, ont le statut d'indépendant, c'est-à-dire ne sont pas des salariés, mais sont des travailleurs non salariés, des agents commerciaux. Et notre secteur, d'évidence, est l'un des plus forts employeurs au sens du travail, de la mission confiée à ces agents commerciaux. On peut même dire qu'en termes dynamiques, des statistiques récentes l'ont démontré, c'est aussi l'un des secteurs qui fait de plus en plus souvent le choix de ce statut d'indépendant. Ce sont les personnes qui portent ce statut qui le choisissent, mais les entreprises qui recourent à leur talent sont aussi, semble-t-il, de plus en plus demandeurs de ce statut d'indépendance et de ce lien particulier. Alors, ces femmes et ces hommes, aujourd'hui, ils ont le problème qu'ont aussi les négociateurs salariés, que rencontrent les agences immobilières, que rencontrent les réseaux de transactions, que ce soit des réseaux de conseillers indépendants, que ce soit des grandes enseignes de franchiseurs. C'est l'impossibilité de faire des visites, c'est-à-dire très largement l'impossibilité de travailler, de mener à bien la mission de louer ou de vendre. Cette difficulté vient s'ajouter d'une manière générale à tous les blocages, à tous les embarras liés à la crise sanitaire, avec aussi son cortège de difficultés économiques, d'inquiétudes des ménages. Et on a vraiment voulu aujourd'hui mettre le focus sur cette façon de travailler et peut-être aujourd'hui les difficultés particulières associées à ces personnes. Alors, pour en parler, et je commence par les citer. Ils vont apparaître ou elles vont apparaître et dire un mot de courtoisie avant d'entrer dans le débat. Nous avons demandé, d'abord, je vais commencer par elle et par lui, à deux négociateurs non salariés de bien vouloir s'exprimer. Je les remercie tout particulièrement parce que leur mission n'est généralement pas celle-là, par différence avec des managers qui sont aussi avec nous, qui sont habitués à parler et à s'exprimer au nom d'eux. Ben là, on leur a demandé de venir témoigner de leur situation de la manière la plus simple. Ils l'ont accepté avec la même simplicité, on y est très sensible. Et je salue d'abord Déborah de Mayed, elle est consultante immobilière. Alors, dans le programme, on a indiqué en réseau, parce qu'on n'est pas là pour mettre en avant plus un réseau que l'autre, mais je peux bien dire maintenant qu'elle travaille sous l'enseigne IAD. Elle en est fière, elle a raison. Déborah, bonsoir. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je voulais vous remercier de nous donner la parole. Effectivement, je suis mandataire indépendant depuis quelques mois maintenant, depuis 1 an. Et c'est en commençant sur les chapeaux de roue comme ça que l'avenir ne peut être que meilleur quand vous commencez avec ce confinement. C'est sûr. Voilà. On reconnaît votre on garde beaucoup d'espoir. C'est pas la moindre de vos qualités, c'est ce qu'on m'a dit de vous. Bon, je salue à votre suite Pascal Munier. Bon, il est l'un de vos confrères. Alors, il est également négociateur indépendant. Il travaille dans un autre cadre et on a souhaité que les deux
façons de travailler soient représentées. Il est consultant immobilier, il travaille tout particulièrement avec une agence, l'agence Nesten de Loudéac. Nous passons donc en Bretagne, ça c'est l'intérêt aussi du digital. C'est peut-être le seul, autrement on serait mieux si on était les uns près des autres. Pascal, bonsoir. Eh bien, bonsoir à tous. Un petit bonsoir de Bretagne, donc, où il a fait très beau aujourd'hui. On aurait bien aimé pouvoir faire visiter des maisons avec un temps pareil, d'ailleurs. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, on ne peut pas. On va y revenir. Alors, on a également proposé ce débat, ils l'ont accepté avec beaucoup de plaisir parce qu'ils veulent parler de leur réseau et de leurs conseillers, bien évidemment aussi. Les trois patrons des trois réseaux leaders. Alors, j'évoquais tout à l'heure IAD parce que Déborah travaille sous cette enseigne-là, mais nous avons le patron d'IAD, le directeur pour la France de cette grande enseigne, Olivier Descamps. Olivier? Bon, je crois qu'il est avec nous, mais il y a peut-être un problème. Allez, je continue, on ne perd pas de temps. Olivier Colcombé est également avec nous. Olivier, il est le patron d'un groupe qui s'appelle Digitereux, et ce sont surtout les deux marques qui sont dans le giron de ce groupe, qui sont bien connus, Capifrance, Optimum, de marques anciennes aujourd'hui dans l'univers de ce qu'on appelle les réseaux de mandataires, ou on va dire les réseaux de conseillers indépendants. Olivier a aussi des responsabilités à la tête de l'UNIS, il est un des membres du bureau. Bonsoir Olivier. Le sujet est important, crucial en cette période, et j'ai même envie de dire en ce troisième mois de confinement sur la même année, ce qui est lourd, et sur des petites imperfections ou irrégularités en ce qui concerne la liberté ou l'accès libre aux visites des professionnels garants versus des visites de particulier à particulier qui, eux, n'encadrent aucunement l'activité et la visite chez les particuliers. Et j'apprenais même tout à l'heure, allez, je l'intercale, que dans un département de France, je crois que c'est le Doubs, le préfet a pris la liberté avec l'interdiction de visite qu'il les autorise. Voilà. Alors, effectivement, je ne sais, c'est à vérifier, mais quoi qu'il en soit, il y a un sentiment d'injustice, quoi qu'il en soit, dans l'esprit de beaucoup de professionnels. On continue. Gabriel Pacheco, il est l'un de tes confrères, Olivier, il est le patron de Safety, une autre enseigne forte dans l'univers des réseaux de conseillers indépendants. Bonjour Gabriel. Bonjour Henri, écoutez, bonjour à tous, enchanté d'être avec vous ce soir pour parler de ce sujet, pour parler de nos conseillers, parce que c'est vrai que notre mission à nous, tête de réseau, et moi c'est pour ça que j'ai créé Safety il y a maintenant 10 ans, c'est vraiment permettre à nos conseillers de réussir. On sait que le contexte n'est pas évident actuellement, donc ça me fait plaisir de pouvoir partager aujourd'hui le diagnostic et ce qu'on pourrait faire pour améliorer finalement leur vie et leur réussite. Bon, je pense que Gabriel est à Toulouse. S'il est à Toulouse, depuis le siège de la société. Voilà. Donc on continue le voyage. Olivier lui-même était peut-être dans le sud-est, il est entre le sud-est et Paris, donc on voyage grâce au digital. Alors, dernier invité, qui est un homme rare et dont le destin est largement attaché au statut de travailleur indépendant. Il a travaillé à ce statut, il l'a façonné, il est l'inventeur, on peut bien le dire, du statut d'auto-entrepreneur, statut fiscal, utilisé par les travailleurs indépendants. Je vous renvoie aussi. Je suis présent. L'immobilier pour avoir le. Il est là. Bonjour François. Bonjour. Donc sur le site, vous pourrez voir le parcours de François comme celui de tous nos invités. Vous pourrez voir qu'il a été proche de deux grands ministres des PME. Voilà. Ça me rajeunit un peu, François, parce que lorsque vous étiez auprès de M. Raffarin, ministre, qu'on nous a été donné de travailler ensemble. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Vous êtes le président de l'Union des auto-entrepreneurs. Vous vous exprimez rarement, mais quand vous le faites en général, c'est de façon forte. Et on a lu de vous, il y a encore quelques semaines, que les travailleurs indépendants étaient les oubliés de la relance.
hein, si je me rappelle bien le titre de votre tribune. Aujourd'hui, notre préoccupation, c'est bien aussi de savoir si les travailleurs non salariés de l'immobilier sont les sacrifiés de la crise. Hein, on est allé jusque-là. C'est-à-dire si on voit bien quelle est leur situation, on va mettre un projecteur là-dessus si on a raison de les empêcher de travailler ou si les aides qui sont à disposition sont à la hauteur des difficultés qu'ils risquent de rencontrer. Voilà, c'est tout ça qu'on va explorer. Alors, avant, François, de vous donner la parole d'abord, je voudrais que Émilie Jousset, qui est la présidente de ce cercle, elle a contribué à le fonder, nous dise un mot d'accueil aussi. Et juste après elle, les deux coprésidents, Benjamin Darmoni, François Emmanuel, et on entre dans le vif du sujet, sachant que nous sommes désormais au complet, François étant arrivé. On y va, Émilie. Merci Henri, merci à tous d'avoir accepté cette invitation. Alors, comme vous le savez, mais je le répète pour voilà, ceux qui nous rejoignent pour la première fois, le Cercle des managers de l'immobilier, on l'a voulu et créé pendant le premier confinement pour débattre de tous les sujets qui s'imposaient à toute la filière de l'immobilier, sans exclure personne. Et ce cercle, il a pour objet de débattre sans tabou, en toute sincérité, de façon à faire avancer les choses, de donner de l'information à ceux qui nous regardent. Et là, aujourd'hui, on est vraiment sur un sujet qui préoccupe toute la communauté professionnelle de l'immobilier, puisqu'il y a un maillon de la chaîne qui est rompu. Le fait de ne pas faire de visite, et malgré tous les protocoles sanitaires qu'on essaye de mettre en place voilà, au niveau des syndicats professionnels avec le gouvernement, on sent vraiment un blocage au niveau du gouvernement aujourd'hui. Voilà, il y a une absence de réponse, il y a une absence de compréhension de ce qu'est notre métier et cette chaîne. Et c'est de ce sujet-là aussi qu'on voulait aborder ce soir tous ensemble. Un petit mot d'ailleurs du protocole, hein, j'intercale cette information aussi. L'un des deux protocoles collectifs, allez, ce serait mieux s'il y en avait un seul, mais bon, il y en a deux, et un auquel notamment la FNAIM est associée, ainsi que l'UNIS, est déjà dans les mains de la ministre du Logement. Et un deuxième, je crois, est en train de se finaliser avec le SNPI, hein, le troisième syndicat de la transaction, comme chef de file. Bon, tout ça, sans doute, sera synthétisé. Et en tout cas, Emmanuelle Wargon a cela en main pour essayer de convaincre, tout porte à croire qu'elle essaie de le faire, le ministre de l'économie et plus largement les hauts dignitaires de l'État. Voilà, je donnais cette information. On est encore dans l'actualité, on peut encore parler de ça. Ça n'est pas mort. Voilà, le débat continue. Benjamin, François Emmanuel, dans l'ordre que vous voulez. Et bonjour. Commence, voilà. Bonjour à tous. Les agents commerciaux font partie du paysage immobilier depuis des années. Et aujourd'hui, on a voulu leur donner un temps de parole parce que très clairement, aujourd'hui, les enjeux sont extrêmement importants. Henri, tu viens de le dire, les protocoles sanitaires, nous les avons mis en place. Nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes la seule profession réglementée à ne pas avoir le droit d'accueillir nos clients. Nous sommes plus de 240 000 aujourd'hui, je parle professionnels de l'immobilier, à ne pas avoir le droit de recevoir leurs clients. Et ça, c'est inadmissible. Il faut réagir, il faut agir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes ici pour le faire. Je rappellerai que sans visite, il ne peut pas y avoir ni vente ni location. Et en conséquence de quoi, ça va retarder l'économie et surtout les économies de tous les professionnels de l'immobilier. Oui. Merci beaucoup, Benjamin, François-Emmanuel. Le logement, que ce n'est pas un bien de consommation comme un autre. C'est le premier secteur de dépenses des ménages français. Je pense qu'on est tous attachés, encore plus dans ces périodes de confinement, à notre bien-être. Je pense qu'actuellement, on est en cours vers une crise sociale qui est le fait de ne pas adapter son logement à ses propres contraintes. Et on va véritablement vers une crise qui n'est pas seulement une crise de nos professions, mais également une crise sociale évidente si on n'arrive pas à permettre la mobilité de tout un chacun. Voilà, donc je pense qu'on est face à un mur. Les professionnels ont pris leurs responsabilités. Je pense que maintenant, il s'agit au pouvoir public de faire autant. Voilà. Et j'aime bien, en fait, ce soir, entendre des témoignages de vraies personnes qui sont sur le terrain et qui accompagnent les Français dans leur démarche de transaction.
L'UNIS est très fier d'avoir parmi ses membres les réseaux de mandataires et nous illustrons parfaitement ce qu'est la transaction en France actuellement. Henri, ton micro est coupé. Mon micro, ça marche? Ouais, c'est un dysfonctionnement. Voilà, donc l'expression d'une triple souffrance, hein, d'une part, ne pas pouvoir faire son travail, tous les secteurs en souffrent, celui-là aussi. Deuxièmement, entendre que le logement est inessentiel, hein, puisque c'est le critère qui est choisi par le Premier ministre et par l'État. Chacun appréciera si changer de logement est essentiel ou pas. Et puis une rupture aussi, le sentiment d'une rupture d'égalité devant l'obligation. Tout à l'heure, j'évoquais peut-être certains départements qui ont plus de liberté sur le choix du préfet, mais en tout cas, on sait aussi que les visites de logements sociaux pour les louer sont possibles parce que c'est assimilé à un acte administratif et que c'est aussi le cas des visites de logements vendus par adjudication qu'on peut visiter avec un notaire ou un avocat. C'est également assimilé à un acte administratif. Voilà, donc un sentiment qui prend trois formes, mais qui est une douleur pour la profession, incontestablement. François Hurel, je commence avec plaisir avec le président de l'Union des auto-entrepreneurs. On rappellera devant des participants qui pour beaucoup sont avisés, je précise d'ailleurs que ce sont 1200 participants qui suivent cette conférence, sans doute beaucoup travailleurs indépendants, bien évidemment, mais pas seulement, largement la filière. Je peux même vous dire que le conseiller du ministre des PME suit cette conférence, celui qui est chargé du suivi de nos professions. Bref, ceux qui parlent ce soir ont un porte-voix important. François Hurel connaît évidemment le statut d'auto-entrepreneur qu'il a créé. De très nombreux conseillers indépendants sont porteurs de ce statut, qui est un statut fiscal. François pourra le repréciser. Et puis, il connaît très bien le statut d'indépendant. Alors, avec la vision panoramique qu'il a sur l'ensemble des indépendants de tous les secteurs d'activité, j'avais envie de vous demander, François, si le secteur de l'immobilier, qui est très utilisateur de ce statut, vous étiez familier, si vous aviez la conscience, je donnais les chiffres tout à l'heure, que l'écrasante majorité des négociateurs portaient ce 80%. 80%. Est-ce que vous prenez la mesure? Est-ce que vous pensez que l'État, vous êtes un interlocuteur privilégié, régulier, turbulent quand il le faut, est-ce que vous pensez que l'État prend bien la mesure des difficultés spécifiques de ces travailleurs-là? On a entendu le président de la FNAIM l'autre jour disant qu'il avait incliné la ministre du Logement à obtenir le chômage partiel pour les négociateurs. Simplement, on ne parle que de 20% de ces négociateurs. Les autres n'ont pas accès au chômage partiel. Quelles sont les aides auxquelles ils ont accès? Vous allez peut-être pouvoir nous éclairer. Il y a l'aide exceptionnelle de 1 500 €, mais on sait aussi qu'elle se calcule d'une certaine manière. On va demander, voilà. Voilà, votre regard aujourd'hui sur cette situation, et peut-être même ensuite une question un peu plus fondamentale. Est-ce que ce statut d'indépendant, vous avez été un ouvrier, un mécanicien à de nombreuses reprises pour l'améliorer, le façonner, est-ce que devant cette crise, qui risque d'être durable, vous avez l'idée qu'il faudrait le faire évoluer ou qu'il faut simplement en voir les difficultés lorsqu'elles se présentent? Voilà, donc des questions nombreuses et toutes celles que vous voulez aborder. Beaucoup de questions. Merci en tout cas de m'avoir invité. Je vais essayer de faire synthétique et le plus rapidement possible. Donc effectivement, vous l'avez souligné, le statut d'indépendant est un statut important en France. Sans doute a-t-il été sous-estimé très largement après les 30 glorieuses post-guerre où effectivement le statut de salarié a reçu largement plus que le statut d'indépendant qui a toujours été un peu après-guerre, un peu le laissé pour compte. Il n'empêche, il retrouve largement ses lettres de noblesse et le régime de l'auto-entrepreneur, on l'a vu, lui a redonné un succès, j'ai envie de dire, colossal.
Aujourd'hui, pour vous donner juste un ordre d'idée, 1200 Français s'inscrivent tous les jours au régime de l'auto-entrepreneur. Ça veut dire qu'il y a 1200 Français qui se lancent dans l'aventure. Alors, ce sera sans doute encore plus dans les semaines, mois à venir. Alors, je peux le déplorer pour une partie parce que ça signifie évidemment que c'est une chance supplétive pour un certain nombre de gens, faute de trouver un emploi salarié. Mais en même temps, je me réjouis parce qu'effectivement, on s'aperçoit que la France sera pareille au reste du monde et que l'indépendant fait largement chemin parce que il s'accommode bien plus d'une société de services que nous vivons qu'une société industrielle. C'est vrai que dans un monde industriel, le salariat a connu ses lettres de noblesse et c'était, j'ai envie de dire, assez logique. Dès qu'on rentre dans une société de service, la France est une société de service, le travail indépendant s'organise mieux, répond mieux, est beaucoup plus agile, n'est pas enfermé dans beaucoup de contraintes. Donc c'est vrai que ça permet à un grand nombre de retrouver le chemin de l'activité. Laissons cela, et effectivement, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. La France a traversé, comme tous les pays du monde, une crise absolument colossale que personne, globalement, n'avait vraiment jamais vu venir ou n'avait jamais même imaginé. Et je renvoie à février ou mars dernier, au moment où le gouvernement prend une décision extrêmement courageuse, celle de confiner le pays. Confiner le pays, c'est enrichi d'une phrase qui est devenue maintenant un leitmotiv, coûte que coûte. Et c'est dans le Quand on compte les morts, disait Bruno Le Maire, on ne compte pas les milliards pour aider. Voilà, absolument. Et c'est dans le coûte que coûte que va se situer la plupart des difficultés que nous rencontrons depuis. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, alors, on a bien vu que la première partie du confinement, mars, avril, mai, ça s'est finalement plutôt relativement bien organisé, tout le monde ayant été traité à la même enseigne. Là, c'était clair qu'il a fallu trouver des mécanismes supplétifs pour trouver du financement et permettre, finalement, pardonnez-moi, mais j'aime beaucoup cette expression du Premier ministre du Québec, M. Trudeau, qui disait « il faut que je remplisse le frigo toutes les semaines ». Et donc, on a trouvé des dispositifs, et j'avoue que le gouvernement a été extrêmement habile, astucieux pour trouver des dispositifs et surtout des mécanismes qui étaient industriels pour permettre justement que toute cette aide soit distribuée le plus largement possible. Alors, je passe sur quelques petits avatars que nous avons connus à l'époque, sur lesquels l'UAE est beaucoup monté. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec la représentation nationale à l'époque, Olivia Grégoire, à la Commission des finances, qui est aujourd'hui au gouvernement, pour essayer justement d'ajuster au mieux, j'ai envie de dire, le mécanisme pour que la période de référence ne soit plus un seul mois, mais soit une moyenne des mois passés, ce qui me paraissait beaucoup plus logique. Mais en tout cas, ça s'est plus ou moins bien mis en œuvre, mais ça s'est bien mis en œuvre globalement. Et on peut se satisfaire que la France a été sans doute un pays généreux. Après ça, il y a eu un certain nombre d'autres dispositifs qui ont été mis en place pour permettre aux entrepreneurs de continuer à exister, le PGE, enfin faire face aux charges quand ils en avaient. Ça a été un peu plus compliqué parce que les indépendants ne sont pas les premiers utilisateurs. Et on est tombé assez rapidement, et je vais vite, sur le moment où il a fallu reprendre. Et on est en juin. Et en juin, il y a plein de travailleurs en fait indépendants, et le secteur de l'immobilier en fait largement partie, selon les sources que j'ai pu avoir, à avoir repris une activité. Oui. Repris une activité, ça voulait dire retenter et repartir. Mais repartir dans une situation qui était beaucoup plus compliquée en fait, qu'avant, parce que finalement, pour un grand nombre d'entre eux, le marché n'était pas là. Parce que pour un grand nombre d'entre eux, ils étaient des sous-traitants de petites entreprises qui ne leur recommandaient pas. Ils étaient pour une autre partie d'entre eux des sous-traitants de particuliers qui ne recommandaient pas forcément. Et ils étaient aussi des traitants d'activités qui étaient lentes à repartir, et l'immobilier en fait partie. N'empêche que, courageusement, un très grand nombre d'entre eux ont repris le chemin de l'activité. Il faut le saluer et il faut s'en enthousiasmer parce que finalement, c'était ça la bonne réponse de la France et des Français. Il fallait reprendre, il fallait repartir. Là où
j'ai envie de dire, les soucis ont commencé, c'est qu'on s'est vite aperçu qu'un certain nombre d'entre eux qui ne pouvaient plus bénéficier de mécanismes d'aide, et pour cause, puisqu'ils ne faisaient pas partie des professions empêchées administrativement, se sont retrouvés avec des chiffres d'affaires nettement inférieurs. Et effectivement, il manque là un dispositif, c'est l'accompagnement de ceux qui ont recommencé et qui ne gagnent pas assez. Ceux-là, on est à peu près sûr qu'ils vont aller effectivement au tapis très très vite parce qu'ils ne pourront pas faire face à leur passif exigible avec leur actif réalisable. Et donc en réalité, ils sont mécaniquement condamnés si jamais on leur vient pas en aide ou si la reprise n'est pas là. Eh ben, ils sont mécaniquement en fait condamnés. Donc, il faut absolument et rapidement qu'on mette en place le maximum de dispositifs d'accompagnement de ceux qui sont empêchés et de ceux qui repartent, mais qui ne repartent pas à fond, j'ai envie de dire, qui ne retrouvent pas leur chiffre d'affaires passé. Deuxième confinement arrive, et là, j'avoue que entre-temps, et avant ce deuxième confinement, j'ai quand même noté, moi, que les indépendants étaient les grands oubliés du plan de relance. On a parlé de beaucoup de gens, on a parlé des salariés, des grandes entreprises, des moyennes entreprises, etc. Et puis les indépendants, dans le discours d'investiture du Premier ministre, je n'ai pas entendu le mot « indépendant ». Dans l'intervention du président de la République à l'époque, je n'ai pas entendu le mot « indépendant ». Je me suis à ce moment-là, vous l'avez souligné, fendu d'une tribune assez vigoureuse en disant c'est les grands oubliés. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi est-ce qu'on les oublie? Heureusement, j'ai envie de dire, depuis les choses ont été réparées et les indépendants, maintenant, on en parle beaucoup plus. Bon, oui, on en parle plus, mais on n'a pas mis encore les mécanismes en place. Et je continue de dire que malgré ce deuxième confinement, et on voit bien que la France a été encore plus généreuse et que le gouvernement habilement a mis en place des dispositifs encore plus généreux. 10 000 euros, on était à 1 500 euros pour le fonds de solidarité, on monte à 10 000, tant mieux. Tant mieux. Ces 10 000 euros, François, je vous interromps, c'est un point très important. J'ai échangé hier avec un grand expert comptable que vous connaissez. Oui. Voilà, hein, je le cite volontiers, André-Paul Baillon, et il me disait que cette aide de 10 000 euros, il n'était pas à exclure qu'un indépendant, on parle aujourd'hui d'indépendant de la négociation immobilière, puisse y avoir accès. Il y a accès. Il y a accès. La question qui va se poser, c'est que c'est un maximum des 1000. C'est un maximum. Et donc, en réalité, on va commencer à s'attaquer à la problématique administrative de la période de référence. C'est comment vous justifiez que vous avez perdu 10 000 euros, enfin, ou plus. Et donc, c'est là où la mécanique commence à être un peu compliquée, parce que là, on va se retrouver avec des gens qui auront regagné un tout petit peu, et je parle de vos professions, regagné un tout petit peu en mai, juin, juillet, août, septembre. Et là, patatras, on repart. Et là, il faut voir quelle est la période de référence. J'attends le fameux formulaire du fonds de solidarité qui, pour le mois de novembre, sera mis en ligne demain. Demain, vous voyez, j'ai en fait reçu une information de Bercy qui met en ligne ce formulaire. On verra à ce moment-là quelle est la période de référence qu'ils ont effectivement choisie. Si la période de référence est une moyenne des mois du printemps et de l'été, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui n'iront pas 10 000 euros. Si la moyenne de référence est peut-être antérieure ou la période d'avant février, on aura peut-être un peu plus. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils seront bénéficiaires du fonds de solidarité. Mais attention, pas tous. Pas tous, pas ceux qui auront regagné 50% de leur chiffre d'affaires passé. Oui, mais 50% de leur chiffre d'affaires passé ne signifie pas qu'ils peuvent faire face à leurs charges. Et c'est là le problème. Le problème, il est là. C'est-à-dire que moi, on peut me dire que 50%, il a bien fallu faire un effet de seuil. Je comprends parfaitement les 50%. La question que je pose moi, c'est je souhaite qu'on couvre, et en fait également, le 50 à 70 ou 80% pour permettre, même si on ne le couvre pas en totalité, mais pour permettre à tous ceux qui ont le courage de recommencer, d'être assurés de la pérennité de leur activité, de leur entreprise. Il faut les rassurer. Ça, c'est un premier point. Et puis, deuxième point, moi, je considère que la France est à la croisée des chemins et qu'elle doit prendre une mesure extrêmement forte. Je fais cette proposition et je vais la faire. Je la teste aussi un peu devant vous parce que je souhaite qu'elle soit, je suis en train de la mûrir avant de la formuler assez vigoureusement aussi.
Je pense que nos millions de très petites entreprises et de petits commerçants ont besoin d'être rassurés. Rassurés, ça veut dire qu'il faut leur donner un mécanisme qui leur permette de ne pas courir en permanence après leurs passifs exigés, après leurs créanciers qui les poursuivent en permanence, qui s'appellent les créanciers publics ou qui s'appellent les créanciers privés, qui s'appellent les bailleurs, etc., etc. Il faut qu'on trouve une solution. Et moi, je milite pour que, à l'anglo-saxonne, on invente ce qu'on appelle un Chapter 11, c'est-à-dire permettre à tous ces entrepreneurs de pouvoir bénéficier de la protection de l'État par une suspension des poursuites arrêtée à la date qu'ils souhaiteront. On arrête leurs passifs, ils ne sont plus poursuivis, ils n'ont plus de passifs exigibles et on verra leur retour à meilleure fortune lorsque les choses se seront restabilisées, que la crise sera derrière nous. Je pense que si nous ne le faisons pas, nous envoyons dans le mur des centaines de milliers de très petits entrepreneurs qui, faute du fonds de solidarité, n'ayant pas de plan de relance, iront dans le mur. Donc voilà, donc je pense qu'à l'UAE, nous allons porter ces propositions. J'ai rencontré le conseiller de M. Griset qui nous entend, je le salue. J'ai rencontré un certain nombre de conseillers auprès du Premier ministre, auprès du Président de la République pour dire exactement la même chose. Il faut vraiment que nous lancions maintenant quelque chose qui soit à la fois vigoureux, lisible, simple, qui rassure et qui protège. Qui rassure et qui protège. Merci beaucoup François, et c'est très clair et on sent aussi, je pense que ça fera chaud au cœur à tous les participants, voire aux débatteurs, qu'on a en vous un relais fort vers les pouvoirs publics. Vous pouvez. Ils vous font confiance, ça fait longtemps que vous avez témoigné de l'objectivité de vos demandes, de vos propos. Merci encore. On pourra reparler du statut tout à l'heure et des évolutions éventuelles. J'avais évoqué ce sujet. Ça, je peux en parler aussi. On pourra y revenir. Absolument. On y reviendra tout à l'heure. Alors, tiens, j'inverse un petit peu ce que j'avais imaginé parce que c'est une innovation. C'est vrai que dans ce cercle, on fait parler des managers, des responsables et des responsables syndicaux, des responsables d'associations. C'est le cas de François. On a voulu aussi une femme et un homme de terrain, puisqu'on veut réparer ce préjudice qui consiste à n'avoir pas assez parlé jusqu'à présent des indépendants de l'immobilier. Il fallait qu'ils soient là directement, même si les patrons de réseau sont là aussi. Alors, allez, je vais commencer par Déborah. Déborah, vous travaillez dans le cadre d'un grand réseau de conseillers indépendants, c'est IAD, on peut bien le citer. Vous êtes récente dans la profession, vous nous l'avez dit tout à l'heure, quelques mois. Quelle est votre situation? François Hurel, avec beaucoup de précision déjà, mais a témoigné qu'il était sensible à votre situation dans l'immobilier. Il y a une particularité, c'est que ce que vous allez arriver à faire aujourd'hui, à supposer que les visites reprennent dans 15 jours, vous n'en verrez pas le fruit tout de suite. Il y a une question de chronologie, je voudrais que vous reprécisiez ça. C'est très, très important. C'est une particularité de l'immobilier parce qu'il y a une chronologie des ventes immobilières qui n'est pas celle de n'importe quelle autre vente de biens ou de services. Voilà, donc avec la plus grande simplicité, aujourd'hui, à quoi ressemblent vos journées? Quelles sont vos inquiétudes? Comment vivez-vous ça? Et sachant que vous faites un deuxième confinement qui suit un premier, entre les deux, ça a été dit, une relance, elle a été inégale selon les territoires, et en tout état de cause, ce que vous avez pu faire, c'est un peu plus tard que vous en verrez les effets. Voilà, donc des propos de grande sincérité. C'est ça, en effet, on a déjà connu un premier confinement, donc j'ai réussi, moi je suis rentrée dans le réseau depuis novembre, fin novembre, début décembre 2019. Donc, j'ai été sur le terrain, j'ai commencé à rentrer des mandats. J'ai signé des mandats qui ont été très difficiles, franchement, à bien jusqu'à la signature définitive parce qu'on a été confinés le 16 mars. Donc, du coup, tout était ralenti. C'était notre premier confinement. Donc, la profession des notaires aussi a été très compliquée pour mener à bien toutes nos signatures. On pourra arriver jusqu'à nos signatures définitives. On sort du confinement, ouf, on commence à respirer, on se remet de nos émotions. On peut enfin encaisser, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, le fruit de notre travail.
Donc, j'ai commencé à toucher mes premières commissions début juin jusqu'à juillet. Bon, bah, au mois d'août, ça se recalme, hein, il n'y a plus grand-chose. Et là, on reprend un deuxième confinement. Donc, voilà, j'ai pu refaire des signatures, sauf que là, concrètement, je suis sur des mots complètement blancs. Je ne touche aucun revenu. Malheureusement, je ne suis pas éligible aux aides parce que je n'ai pas pu, justement, la première fois, justifier d'un antécédent parce que j'étais toute nouvelle dans le domaine. Donc, j'espère, je viens de l'apprendre, pouvoir y prétendre. Je vais en faire la demain. Mais pour l'instant, je n'ai aucun revenu. Oui, alors bon, vous êtes très nombreux et nombreuses aujourd'hui à avoir cette situation. J'ai de nombreux messages et voilà. Qu'est-ce qui peut être fait pour quelqu'un qui n'a pas de chiffre d'affaires, n'en avait pas avant le confinement, qui donc est dans votre cas de figure. On rappellera que vous avez donc travaillé en gros pendant un trimestre entre la fin 2019 et puis le confinement. Les affaires que vous avez réussies à ce moment-là, vous en avez eu les fruits au milieu de l'année, on va dire, juin, juillet, août. Vous avez pu vivre avec. Et puis aujourd'hui, de nouveau, vous êtes en période d'étiage de revenus avec les difficultés qui y sont associées, on l'imagine. D'accord, parfait. Bon, bien sûr, de très nombreux messages, je ne vais pas y revenir, mais je dois l'honnêteté de dire qu'ils sont très nombreux pour manifester le regret que les visites ne puissent pas se faire malgré les protocoles. Bon, voilà, donc je n'insiste pas, mais c'est vraiment dans l'esprit de tous ceux qui nous écoutent, voilà, qui disent oui, les visites par adjudication se font souvent avec des personnes en grand nombre, même si la distanciation est respectée. Bon, voilà, un sentiment d'injustice très, très fort. Aujourd'hui, vous gardez le moral, vous êtes le fait d'être dans un réseau, on va faire parler des têtes de réseau, mais moi, je veux votre avis à vous, ça vous donne des moyens de garder une énergie, vous gardez dans cette période d'isolement, et quand on ne peut pas faire son travail, on ne voit pas les clients, on ne voit pas ses camarades de jeu. Qu'apporte le réseau là? Vous vous sentez mieux néanmoins? Évidemment, bien sûr que je garde le moral parce que je pense ne pas y être au bon moment, mais je suis au bon endroit. Je sais y aller. On n'est pas tout seul. On suit des formations, du coup, on essaie de ne pas perdre de temps. On se forme parce que c'est aussi la force de notre réseau et on forme aussi nos filles. On essaye de gagner du temps, on essaye de ne pas perdre du temps. On ne perd pas de temps parce que voilà, on se peaufine, on apprend d'autres choses, on se réunit via des réunions Zoom et on fait énormément de réunions d'équipe où les anciens nous aident, on aide aussi nos nouvelles recrues. On essaye de vraiment de s'enrichir pendant cette période de confinement. Vous pouvez garder des relations avec des prospects, des clients, votre fichier. Alors, vous êtes une jeune professionnelle, mais vous pouvez faire le travail que je vais qualifier de back-office, à défaut de pouvoir faire les visites. Vos journées gardent une dimension commerciale, néanmoins? Alors oui, on essaye parce que ça, on n'y est pas interdit. On peut faire de la prospection téléphonique. Oui. C'est là où, très honnêtement, on ressent un sentiment d'injustice parce que je vais vous citer un exemple ça m'est arrivé très récemment. J'ai fait donc du phoning, ce qu'on appelle la pige dans notre milieu. J'ai un prospect qui m'a répondu exactement ce que je vais vous dire. Écoutez, madame, rappelez-moi plus tard, sauf qu'aujourd'hui, j'ai plus de chances que vous de vendre mon bien tout seul. Parce que vous ne pouvez pas faire visiter. En revanche, moi, ouvrir ma porte, ce sera plus facile. Donc là, merci de l'avoir dit parce que voilà. J'ai des questions aussi qui disaient exactement ça. C'est mieux si c'est vous qui le dites sans lire les… Voilà, c'est aussi ce que vous pensez. Clairement, quand je parlais de sentiment d'injustice, ça peut être par rapport à d'autres professionnels, au secteur HLM, et puis ça peut être par rapport aux particuliers qui s'exonèrent des règles du jeu, parce que normalement, elles pèsent sur les particuliers de la même manière. Très bien. Merci beaucoup, Déborah. On pourra revenir vers vous, bien sûr. Allez, Pascal Munier. Pascal, vous faites dans le même cadre, c'est-à-dire avec ce statut d'indépendant, le métier de négociateur, avec plus d'ancienneté. Vous pouvez nous en dire deux mots, sachant que je crois que vous avez connu le statut
négociateur salarié. Aujourd'hui, vous avez le même que Déborah et vous travaillez simplement en relation avec une agence immobilière que je qualifierais de traditionnelle sur un marché de région en Bretagne. Même chose, témoignage, comment vous vivez aujourd'hui votre accès aux aides. Alors, pour vous, c'est différent, il y a une plus grande ancienneté. Est-ce que pour vous, ça fonctionne mieux, ça semble plus adapté? Racontez-nous. Alors, écoutez, par rapport au premier confinement, je reviens un petit peu sur le premier confinement. Effectivement, le système des aides a plutôt bien fonctionné. En ce qui concerne le deuxième, on va s'apercevoir que, comme vous le disiez tout à l'heure, on a évidemment un délai et un décalage de 3 mois environ entre la signature d'un compromis de vente et la signature de l'acte officiel chez le notaire. Donc, c'est vrai que là, pendant le mois de novembre, on a eu quelques signatures qui ont pu se faire parce que certains notaires travaillent de façon électronique et on arrive à faire quelques signatures. C'est possible. Mais le problème, il ne va pas se poser tellement pour le mois de novembre en ce qui nous concerne, ça va se poser dans 3 mois. C'est pas aujourd'hui qu'il va y avoir ce souci-là. Parce que là, effectivement, on se retrouve dans un mois où on n'a pas le droit de faire de visite et paradoxalement, on a quand même le droit d'aller chez les gens pour estimer leurs biens. Alors, ce qui est quand même assez particulier dans la mesure où je me retrouve parfois à aller estimer des biens et je me retrouve dans des maisons où il y a plus de monde finalement que quand certaines fois je vais faire des visites où je ne suis qu'avec 2 personnes pour faire visiter une maison qui n'est plus habitée. Bien sûr, si c'est une résidence principale familiale, vous allez rencontrer les habitants de la résidence. Exactement, qui vont être peut-être plus nombreux que lorsque je vais faire une visite de maison inhabitée. Donc ça, c'est déjà une petite particularité à souligner. Et d'autre part, je reviens un petit peu sur ce que disait Déborah tout à l'heure. Effectivement, on se rend compte aussi que j'ai eu le cas également de certains clients vendeurs, parce qu'il faut bien se dire que, et vous le savez tous dans la profession, que la plupart du temps, les gens qui mettent en vente leurs biens, c'est qu'il y a un caractère urgent pour cette vente, à part juste un déménagement qui pourrait justifier la vente, mais bien souvent, ça peut être dans des cas de divorce, de décès, de dette. Vous savez, vous connaissez tous la formule des 4D. Et dans ces cas-là, de plus en plus ces temps-ci, c'est-à-dire que ceux qui se replient parce qu'ils n'ont plus les moyens, on va les voir de plus en plus nombreux, malheureusement. Donc ça, c'est une urgence renforcée. Exactement. Et puis même les événements heureux qui correspondent à ceux que vous avez décrits relèvent de l'urgence. Quand un enfant va naître et qu'il faut une pièce de plus, c'est une urgence heureuse, mais c'est une urgence. Bien entendu. J'ai même eu une cliente aujourd'hui, vous voyez, nous avons sa maison à vendre, parce qu'elle fait construire une autre maison à côté, dans une commune proche. Le problème, c'est que les artisans, eux, ont continué à travailler, que sa maison est bientôt finie et que nous, on n'a pas encore vendu la sienne. Vous voyez, donc ça, c'est encore un autre cas de figure qui peut poser problème. Donc voilà, toutes ces petites incohérences, c'était effectivement un petit peu agaçant, surtout dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, les protocoles sont respectés, évidemment. Moi, je sais que même déjà pendant la période du déconfinement, on respectait quand même le protocole. Donc, c'est-à-dire qu'on est rompu à l'exercice, ce n'est pas quelque chose qui nous rebute. Les gens, en plus, le comprennent parfaitement, que ce soit les acquéreurs comme les vendeurs. Tout le monde joue le jeu. Enfin, j'ai pas eu de refus manifeste pour ce genre de choses. Par ailleurs, ce que je voulais également souligner, c'est que au niveau donc des aides, il est clair que je ne sais pas comment ça va se passer dans 3 mois, mais lors du premier confinement, on est sorti du confinement, on va dire, on était au milieu du printemps. Période qui est quand même relativement bonne pour les transactions immobilières. Là, on va sortir du confinement en plein hiver. Période qui traditionnellement est un peu moins bonne que celle du printemps. Donc forcément, le volume d'affaires risque de diminuer. On ne se le cache pas. Donc c'est pour ça que tout ça, voilà, je pense que si on nous laissait un petit peu plus de champ d'action, ça éviterait certaines catastrophes au niveau de certains indépendants. Aujourd'hui, je ne vais pas vous demander des choses qui relèvent
de l'intimité, mais vous arrivez à vivre. Alors, vous avez une ancienneté, donc vous n'êtes pas dans le cas de Déborah. C'est intéressant d'avoir les deux cas de figure. Vous avez eu accès à cette aide exceptionnelle, au fonds de solidarité, les 1 500 €. Je ne connais pas votre situation de famille, mais aujourd'hui, vous arrivez à vivre ou c'est difficile et vous anticipez là, à la fin de l'année, de quelle manière? Avec le sourire ou dans l'inquiétude? Alors aujourd'hui, bon, je ne vais pas vous le cacher, on arrive à s'en sortir. Alors il faut préciser que notre secteur du Centre-Bretagne a été particulièrement gâté, entre guillemets, Oui. par le déconfinement, puisque bon, c'est vrai qu'on a attiré beaucoup de gens et donc on a très bien travaillé, même je dirais, en mai, juin, juillet, même en août. L'avenir, bon, moi je reste optimiste de toute façon, Parce que c'est vous. Puisqu'il faut l'être. Hein. Les indépendants, en général, ils sont optimistes. Je serais peut-être un petit peu plus méfiant quant à ce deuxième déconfinement. Pas tant que le territoire sur lequel je travaille ne soit plus attractif, mais j'entends parler depuis quelque temps d'une troisième vague. Et donc, voilà, jusqu'où ça va aller, dans quelles conditions, etc. Donc, je pense qu'effectivement, si on avait la possibilité de pouvoir travailler dans des conditions normales, enfin pas normales évidemment, mais dans des conditions qui permettent au moins de faire une visite, quitte à réduire le nombre de visiteurs. On n'est peut-être pas obligé de faire visiter une maison avec toute la famille. On peut faire visiter le couple et les faire visiter un par un. Enfin, il y a des solutions qui existent, je pense, et qu'on devrait pouvoir appliquer. Mais bon, pour l'avenir, on espère tous pouvoir retravailler dès début décembre. Après, l'avenir nous le dira. Parfait. Bon, écoutez, merci de ce témoignage. Oui, on constate l'optimisme chez vous comme chez Déborah. Je crois que c'est ce qui peut vous porter et changer la face des choses, quoi qu'il en soit. Voilà, peut-être on fait un salut courtois aussi à Gérard Brenat, qui est le patron de l'agence avec laquelle vous travaillez, voilà, qui est aussi un optimiste. Il a ça en commun avec vous. Alors moi, je voudrais faire une mise au point parce que j'ai des questions et des observations. Je vois des messages qui disent que les visites ne sont pas interdites, que rien ne les autorise. Alors, on va être très clair, on ne débattrait pas aujourd'hui de ce sujet si très clairement elles n'étaient pas interdites, les visites. Voilà, donc ceux qui pensent qu'on peut jouer avec les textes, etc., se trompent. J'ai aussi des témoignages très violents, je le dis, de professionnels qui estiment que ceux qui ne respectent pas la réglementation n'ont rien à faire dans la profession. Voilà, alors je me dois de retransmettre ce que j'entends là et je peux le comprendre. Je m'associe en tout cas à l'indignation. Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. La réglementation se respecte. On peut la déplorer, on peut expliquer pourquoi, on le fait depuis tout à l'heure. Certainement pas faire semblant de l'ignorer. Allez, on passe au patron des réseaux leaders de consultants indépendants, d'agents commerciaux, d'agents mandataires. On peut les appeler ainsi aussi. Je vais commencer par Gabriel, parce qu'il en faut un, tout simplement. Et on va dire que c'est l'ordre inverse alphabétique. Gabriel, patron de Safety, l'un des réseaux leaders, forte notoriété. Voilà, il y a des spots à la télévision, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant. En tout cas, vos enseignes, messieurs, sont bien connues. Vous avez connu un très fort développement ces dernières années. Et vous êtes à l'origine, je le rappelais avec François Hurel tout à l'heure, de ce recours de plus en plus important. C'est très largement les réseaux, plus encore que les agences classiques, qui recourent à ces femmes et ces hommes ayant statut d'indépendants. Alors, aujourd'hui, comment regardez-vous votre situation en tant que tête de réseau, c'est-à-dire la situation collective d'une entreprise comme Safety, la situation individuelle des conseillers qui composent Safety? Gabriel, tu vas nous rappeler combien vous êtes aujourd'hui, parce que je disais que ça évolue vite, donc je ne vais pas m'avancer. Comment Safety, il pourrait y avoir des réponses différentes avec tes confrères, mais comment Safety soutient-elle ses conseillers? On a entendu des messages, je dirais, reconnaissants tout à l'heure de Déborah par rapport à son réseau. Bon, comment ça se passe chez toi? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Parce qu'à un moment donné, la réalité économique s'impose et que chacun aussi est conduit à l'assumer.
Merci Henri. Beaucoup de questions. Alors, je vais essayer d'y répondre sans prendre trop de temps pour autant, hein, calmement, mais sans prendre trop de temps parce que mes confrères… Parce que les autres vont t'en vouloir, voilà, c'est ça le problème. Voilà. Exactement. Je veux pas empiéter sur leur temps de parole, bien évidemment, de manière très respectueuse. Donc collectivement, comment va Safety? Safety va bien. Hein, on est aujourd'hui près de 5000 conseillers en France et on est présent en Espagne depuis 2 ans et au Portugal depuis un peu moins d'1 an. On a donc près de 5000. On a commencé l'année, on était à un peu moins de 4000. Donc, on a progressé d'1 millier de conseillers dans l'année. Il faut savoir que Safety, on l'a créé avec 2 associés, Sandra Françonnet et Marc Brimeux, il y a 10 ans maintenant. Voilà, donc on est à 5000 conseillers en 10 ans. Collectivement, on va bien. Tu parlais tout à l'heure de croissance. C'est vrai qu'en 2019, on a fait 50% de croissance. Donc, c'était une croissance absolument extraordinaire du chiffre d'affaires. En 2020, avec ces confinements, celui du mois de mars-avril et celui d'aujourd'hui, on devrait être à plus 10, plus 15% de chiffre d'affaires dans un marché qui devrait être à moins 10 ou moins 15. Donc, on fait nettement mieux que le marché, toujours. Peut-être plutôt moins 20 ou moins 25. Voilà, je n'engage que moi, mais je ne le dis pas sans raison. C'est lié probablement au modèle des mandataires et à l'attractivité du modèle. Voilà. Donc, collectivement, on va bien. Individuellement, comment vont nos conseiller? Ce qu'on a pour habitude d'entendre, moi, quand j'ai des remontées du terrain de la part de nos coachs qui forment et qui conseillent nos conseillers au quotidien, c'est il y a 2 salles, 2 ambiances, on nous dit souvent. Il y a celui qui est bien implanté, qui est là depuis 1 an et demi, 2 ans, 3 ans et au-delà, qui est en phase de croisière, qui a pris des parts de marché sur son secteur. Eh ben, c'est quelqu'un qui fonctionne bien, qui continue à bien fonctionner, qui, lors du premier déconfinement, un peu comme le disait tout à l'heure Pascal, a bien travaillé. Alors évidemment, il serait passé d'un 2e confinement, mais c'est des gens qui vont bien et qui ne sont pas très inquiets pour la suite. Évidemment, ils ont des réserves. Est-ce qu'ils ont des réserves? Je n'ai pas posé la question à Pascal. Ils ont des réserves en filigrane. Ils ont des réserves, mais surtout, ils ont des réserves psychologiques aussi, et financières et psychologiques, en se disant, la première fois, le déconfinement s'est très bien passé, il n'y a pas de raison, je suis connu sur mon secteur, quand on va déconfiner à nouveau, je saurai en profiter. Voilà. Donc ça, c'est les conseillers qui sont bien implantés. Par contre, les conseillers qui sont plus récents, notamment ceux qui sont arrivés en 2020, il faut un peu… Déborah l'a dit tout à l'heure, celui qui est arrivé début 2020, il a connu un premier confinement alors qu'il venait d'arriver, un déconfinement dont il a pu assez peu profiter parce qu'il avait peu de mandats, et puis là, il se retape un 2e confinement derrière. Et il faut savoir que généralement, ce sont des reconversions dans les réseaux de mandataires, des gens qui financièrement sont un peu justes, des gens qui, quelquefois, manquent aussi de confiance. C'est pour ça qu'ils veulent être accompagnés. Et on est là pour les aider. Et donc, ces gens-là, eux, sont dans une vraie difficulté, dans une grande inquiétude, qu'elle soit financière ou d'ordre même psychologique et de confiance. Et donc, nous, on est là pour aider l'ensemble du réseau, mais en particulier ces gens-là qui n'ont pas encore une activité vraiment en phase de croisière. Alors, comment est-ce qu'on les aide? Parce que je crois que c'était aussi une de tes questions. Je le disais tout à l'heure en préambule, notre mission, c'est vraiment faire réussir nos mandataires. Depuis 10 ans, c'est ça la seule et unique mission de Safety. On se bat pour eux, moi je leur dis, je le répète, on se bat pour eux, nous tous, au siège, on est 150 personnes, chacun a nos fonctions pour pouvoir faire en sorte qu'ils réussissent. Dans la difficulté, on est d'abord solidaire. Chez Safety, on a offert le pack du mois de novembre. Le pack, c'est 199 € par mois. Il y a une offre de bienvenue à 99 € les 3 premiers mois, mais c'est 199 € hors taxe qu'on a offert à nos presque 5000 conseillers, comme on l'avait offert en mars et comme on l'avait offert au mois d'avril. Donc, on a offert ces 3 mois, voilà, en geste de solidarité et de soutien à nos conseillers. Sans condition. Vous n'avez pas regardé le chiffre d'affaires, machin, sans condition. Ah mais non, mais on est une famille chez Safety, on l'offre aux 5000 ou on l'offre à personne. Et à la limite, si on avait dû regarder les conditions, on l'aurait offert plutôt aux plus fragiles, vous voyez ce que je veux dire? Mais bien sûr. En tout cas, on l'a offert à tout le monde. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, comment est-ce qu'on les soutient? Nous, au siège, 150 personnes, tout le monde a basculé en télétravail depuis le début du confinement, mais il n'y a quasiment pas de chômage partiel. On est vraiment mobilisé pour pouvoir les aider. Il y a toujours une hotline, il y a toujours de la validation de mandat, il y a toujours de la communication, il y a de la veille juridique, il y a de la veille réglementaire. Donc, on est là en permanence pour leur donner des news. Déborah l'a dit tout à l'heure concernant IAD. Chez nous, c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup de formations parce qu'on leur dit profitez de ces moments-là pour vous former. Un chiffre seulement, lors du premier confinement, on a eu 24 000 participants cumulés, bien évidemment, à nos web formations, ce qui fait
À l'époque, on était à 4000 et quelques conseillers, quasiment 6 formations en moyenne par conseiller pendant le confinement, donc avec des gens qui n'en ont pas suivi, puis des gens qui en ont suivi 8, 10, 12 webinaires différents. Donc, on investit beaucoup sur la formation. On a 60 webinaires différents, animés par notre équipe. On a, en termes de formation, une quarantaine de personnes chez Safety, donc 60 webinaires différents, et notamment des webinaires adaptés à la période. À la crise. À la période. Le premier confinement, ça s'appelait une formation clé qui s'appelait « S'en sortir, sans sortir ». Voilà le jeu de mots. Et aujourd'hui, puisque comme tu sais, on peut faire des rendez-vous mandats, c'est « S'en sortir, sans trop sortir ». Puisque les visites sont interdites. Donc, voilà, des choses adaptées, des formations sur la visite virtuelle et à distance, enfin, vraiment tout ce qu'il faut pour être au goût du jour et pour pouvoir être efficace. Voilà. Parfait. Très clair. Je vais passer à l'un de tes deux confrères et puis on reparlera aussi de ton regard sur le statut voilà, qui est au cœur de votre modèle économique et professionnel. Allez, j'ai dit que je faisais l'ordre alphabétique inverse, donc c'est Olivier Descamps. Alors Olivier, toi, ton travail a été facilité parce qu'on a entendu, on sait déjà qu'il y a eu une très bonne mobilisation puisqu'on a vu… Déborah nous dire sa satisfaction de commencer la profession sous ton enseigne. Bon, c'est très bien. Alors, j'ai une question. Je vais te poser une question que j'aurais pu poser à Gabriel, mais je pense que vous vivez la même réalité. On a parlé de développement. Gabriel nous dit, dans l'année, depuis le 1er janvier, on aura eu 1 millier de conseillers en plus. Tu vas nous donner également tes chiffres de progression. Je pense qu'ils sont à la hauteur. Mais est-ce que vous avez perdu des conseillers déjà? Et est-ce que finalement, ce développement est venu pour partie, même si le solde net est important, compenser la perte? Moi, j'ai vu des campagnes d'appel au talent que vous avez lancées, plusieurs d'entre vous, plusieurs têtes de réseau, mais aussi d'ailleurs des réseaux de franchisés, agences immobilières. Et à chaque fois, je me suis demandé, mais est-ce que ces personnes-là vont s'ajouter ou est-ce que ça vient compenser des femmes ou des hommes qui ont jeté l'éponge parce que les temps sont durs? Voilà, donc une question sur les effectifs et puis même question que Gabriel, à ta manière, quel accompagnement, quel réflexe et quel regard sur la situation de tes conseillers? Oui, merci Henri. Alors, comme le disait Déborah et comme le disait Gabriel, les deux confinements sont complètement différents. C'est-à-dire, durant le premier confinement, l'ensemble de l'activité était à l'arrêt. Cette fois-ci, tout ce qui est lié autour de la facturation fonctionne. C'est-à-dire que les notaires travaillent, c'est-à-dire que nous, chez IAD, collectivement se portent bien, puisqu'en termes d'actes, on est quasiment sur un mois classique. C'est-à-dire que le mois de novembre va ressembler à un mois classique. Ce qu'on a décidé, nous, en termes d'accompagnement, aujourd'hui, on est presque 11 700 conseillers dans le réseau. Et nous étions, à nos 12 ans, le 1er mai, nous étions 10 000. Donc, depuis le 1er mai… En France ou en comptant aussi vos… En France. En France. Je parle que de la France. On est également au Portugal, en Espagne, en Italie. On est au Mexique depuis quelques temps et on ouvre l'Allemagne tout début d'année prochaine. Là, les chiffres sont pour la France. Donc, c'est 1700 conseillers de plus dans le réseau depuis le 1er mai. Ce que nous, on a fait pour accompagner le réseau. Tout d'abord… Attends, je te pique là-dessus. Les 1700, c'est du solde net. Est-ce que vous en avez perdu dans l'année aussi, avec ces moments difficiles? Alors, non, on perd toujours des conseillers, parce que nous, on vient chez nous, on change de vie, on vient changer. Mais aujourd'hui, on n'a pas un taux de départ qui est supérieur à ce qu'on connaissait avant le confinement. Il n'y a pas de mortalité, le mot est dur, mais mortalité économique supérieure, d'accord. Non, c'était l'enjeu du premier confinement, parce que comme disait Gabriel, quand on fait le choix de changer de vie, de devenir entrepreneur, notre première vocation, c'est d'accompagner, d'aider et de soutenir les conseillers. Donc, on l'avait fait durant le premier confinement, on l'a refait là également pour celui-ci. C'est-à-dire que nous, on a également offert le pack du mois de novembre pour tous ceux qui étaient rentrés en septembre, en octobre, et également les nouveaux qui sont arrivés en novembre. Puisque pour les plus anciens, globalement, la facturation se passe plutôt bien. Certains ont encore des aides du premier confinement. Donc, premièrement, c'est un accompagnement économique. On leur a également donné accès, en dehors du pack premium mensuel, on leur a donné accès à des outils digitaux. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des solutions qui sont en option, on les a mises gratuites pour leur permettre de travailler un peu plus encore depuis la maison sur tout ce qui est la rentrée de mandat, tout ce qui est la vidéo, la visite virtuelle. Et ensuite, on a ce qu'on appelle, ce qu'on appelle le Good Morning, c'est-à-dire c'est une émission de radio qu'on avait lancée dès le premier confinement, en accompagnement des conseillers, dans laquelle on est
proche d'eux, information, échange, vidéo, messages, et également tout un plan de formation à distance qu'on a lancé. Et on est en train de lancer là des formations à distance validantes pour permettre, aussi dans le cas de la loi Allure, pour permettre à l'ensemble des conseillers de se former et, comme dit Déborah, de ne pas perdre de temps sur les quelques périodes où on ne peut pas sortir. Donc aujourd'hui, on a 2 confinements différents, on a 2 populations différentes, c'est-à-dire que ceux qui sont plutôt installés, qui ont un stock de compromis, vivent ce confinement plutôt sereinement parce qu'ils ont un portefeuille, ils vont chez le notaire depuis maintenant 3 semaines et les facturations se passent bien. Les plus fragiles sont ceux qui nous ont rejoints et donc on les accompagne fortement avec un plan qui leur est dédié. Quelle est la proportion? Je pu poser aussi la question, bien sûr, au patron de Safety, mais vous avez, j'imagine, les mêmes équations. Quelle est la proportion sur tes quelques 11 000 conseillers qui sont récents? Alors, récents, ça veut dire qu'ils peuvent avoir le problème qu'on décrit depuis tout à l'heure, Déborah le disait. Allez, on va dire qu'ils sont depuis 1 an et demi dans la profession, qui ne sont pas encore très solides sur leur marché. 1 an et demi, 2 ans, c'est quelle proportion du réseau? C'est assez simple. Aujourd'hui, nous étions au 30 juin de l'année dernière 8 100 conseillers, nous sommes 11 700. Donc aujourd'hui, on a sur les 18 mois, globalement, un peu plus de 3 500 jeunes conseillers. Alors, quand je dis jeunes conseillers, récents conseillers, certains sont expérimentés, certains ont déjà une expérience de l'immobilier, mais on sait qu'une grande majorité nous ont rejoints récemment. Ce qui est intéressant, c'est que la reprise, nous, après le confinement, a été très forte. C'est-à-dire que beaucoup de nos conseillers ont pu emmagasiner des compromis et donc factures. Je vais juste revenir sur un point tout à l'heure qui a été évoqué, c'est que je pense que le vrai enjeu, c'est la méconnaissance de notre métier. Aujourd'hui, quand le gouvernement apporte des aides, et je concède que beaucoup d'aides ont été mises en place, beaucoup de plans ont accompagné. Par contre, la méconnaissance, quand on parle de chiffre d'affaires, la vraie difficulté pour l'ensemble des professionnels immobiliers va arriver en février ou mars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes ces aides qui sont attachées au chiffre d'affaires devraient évoluer demain sur ce qu'on appelle un stock ou un chiffre d'affaires différé pour pouvoir faire face à des soucis de trésorerie, très clairement, puisque ce qui n'aura pas été signé là en novembre sera signé peut-être en décembre, peut-être en janvier, mais on va avoir un décalage, donc on aura des soucis de trésorerie au niveau dans la période de début printemps, février ou mars. Et je pense qu'on a vraiment un enjeu de mieux faire connaître la profession, de mieux faire connaître les enjeux. Et quand on parle de chiffre d'affaires du mois, le chiffre d'affaires, cette notion de stock, de précommande et de facturation doit être mieux comprise par le gouvernement. Une petite question. Avez-vous chez IAD des négociateurs location? Parce que j'ai dit qu'on parlait des 2 grands métiers. Bon, on parle beaucoup de transactions et on sent qu'il y a des problèmes majorés en transactions, en vente. Il y a des loueurs également? Oui, bien sûr, oui. Alors, pour eux, la mécanique des honoraires est différente. On a plus de réactivité entre l'acte commercial et puis l'encaissement. Oui, il y a plusieurs activités. Les volumes sont moins importants. Bien sûr, bien sûr. Et ce qu'on a fait également dans l'accompagnement pour les conseillers, c'est qu'on a permis, alors c'est un peu moins vrai, comme je le disais, pour ce 2e confinement, mais pour le premier, on a permis une avance sur compromis signé pour leur permettre d'avoir une avance de trésorerie. Mais sur location, on a évidemment le phénomène que tu décris, oui, tout à fait. Parfait. Merci beaucoup. Avec la même courtoisie, tu n'as pas pris tout le temps. Olivier va prendre la parole. Alors, Olivier, complète le propos, nuance-le. Je ne vais pas te demander de répéter les mêmes choses, mais bien sûr, ton regard sur ta population, tes 2 populations, tu es à la tête des 2 enseignes de marque. Alors, je le dis pour ceux qui nous écoutent, on me dit, on ne veut pas de publicité. Je ne suis pas en train de conduire les patrons de réseau à faire de la publicité. Je trouve qu'ils répondent avec beaucoup de modération. Simplement, la question de ce qui est fait de manière privée, voilà, au sein des enseignes, c'est important. Voilà. Et on parle aussi des aides publiques, on en a parlé avec François Hurel, on en parle encore maintenant. Il faut bien évoquer les 2. Donc, je ne suis pas en train d'ouvrir une tribune publicitaire. Je crois que c'est injuste de dire ça. En tout cas, je rassure ceux qui nous écoutent, ce n'est pas fait pour. Donc, Olivier, alors je ne fais pas de publicité pour tes enseignes, on t'en voudrait. Simplement, ton regard, est-ce que tu nuances ce qui a pu être dit par tes 2 confrères sur la situation individuelle des consultants, sur la situation générale de tes 2 marques? Et alors peut-être, puisque j'évoquais tes responsabilités plus collectives à l'UNIS, ton regard sur le statut d'agent commercial.
pour l'immobilier, on ne parle que de ça aujourd'hui. Le statut d'auto-entrepreneur, on a avec nous quelqu'un qui le connaît mieux que quiconque, hein, qui est un statut fiscal. Est-ce que tu penses que cette période va conduire à avoir un regard critique, à vouloir changer un peu les choses? Ça fera le lien, je reviendrai vers François Hurel évidemment là-dessus. Voilà, donc une question un peu plus politique. Là, je vais commencer. Bien évidemment, comme mes confrères, toutes les initiatives ont été prises pour soutenir tous nos conseillers de Capifrance ou d'Optium, depuis énormément de visites virtuelles, de la formation en ligne, avec un axe particulier sur Allure. Il faut faire 42 heures, autant les faire sur des moments morts, donc on peut optimiser. Chez Capifrance, il y a un plan de 21 jours pour se mobiliser. On a mis en place un kit marketing de reprise pour pousser à l'issue du premier confinement nos conseillers sur le terrain à suivre leurs clients, bien évidemment, parce que finalement, nous reconnaissons que la crise sanitaire est là, donc il faut respecter les normes et respecter bien évidemment l'interdiction des visites. Je peux dire avec fierté qu'aujourd'hui, aucun de mes conseillers n'a été pris en flagrant délit. À l'inverse, une petite aigreur de pouvoir voir les bailleurs sociaux faire des visites ou même d'avoir les autorités, vous voyez qui je veux dire, fixer des rendez-vous et donc des pièges à conseiller. J'ai vu un certain nombre d'agences ou d'agents prendre des amendes de 5 000 € ou des fermetures administratives pendant 3 mois. Et ça me permettra de faire la transition. En tant que membre du bureau de l'UNIS, on a beaucoup travaillé. L'UNIS, ces 3 à 6 derniers mois, et entre autres sous le nouveau mandat de Daniel Dubrac, un énorme lobbying pour approcher l'État. Mon cher Henri, j'en profiterai d'ailleurs pour dire que j'ai eu cet après-midi le ministère, les 2 ou 3 préfets, ils ont en fait reçu une mauvaise communication de l'État qui laissait penser que les visites étaient autorisées. Et donc, toutes les préfectures recevront ce soir ou demain matin un message disant que c'est une erreur d'interprétation. Les visites sont interdites pour les particuliers, au même titre que pour la vente de particulier à particulier, qui est ressentie elle aussi comme une autre injustice. Elles sont utilisées dans le tertiaire en revanche. Hein. C'était le sujet de la semaine dernière du cercle des managers, mais lorsqu'on est en B2B, vous passez l'expression avec mon accent, lorsqu'on a, voilà, c'est une entreprise qui veut loger une autre entreprise, hein, lorsque, voilà, je sais pas, CBRE pour prendre le leader ou JLL, là c'est autorisé, on est dans un autre cadre, hein, faut le dire. Oui, en fait, la règle est assez simple et je crois que c'est pour cela que le ministère ne peut pas s'en détacher. Il est simple de communiquer auprès des Français que deux rencontres de particuliers sont interdites. En revanche, la rencontre de 2 professionnels est autorisée ou le déplacement d'un professionnel chez un particulier. C'est pour ça que nos conseillers ont le droit d'aller faire une estimation et prendre un mandat, au même titre qu'un plombier va faire un devis, mais pas de réception d'un particulier chez un autre particulier. C'est très sévère, mais aujourd'hui, c'est la loi et on espère qu'on aura des bonnes nouvelles pour desserrer un peu l'étau. Et je le souhaite à partir du 1er décembre, et certainement le plus tôt possible. En ce qui concerne les aides, et merci à François d'avoir bien précisé, François Hurel, les contours, je dois avouer que pour avoir lu l'indemnité des 10 000 €, ce n'est pas clair. Ni le processus, ni ce fameux zone S1. Enfin, c'est quand même très alambiqué ce qu'on peut trouver sur le site de l'État. Et j'invite, entre autres, l'UNIS à clarifier. Et probablement, François Hurel pourra nous aider, parce que quand on le lit, ce n'est pas super clair. Ce qui est une entreprise de moins de 50, ceux qui sont dans des zones avec couvre-feu ou pas couvre-feu. Enfin, je crois qu'il faut simplifier tout ça pour que nos différents indépendants en France puissent faire leur déclaration. Transition pour parler du statut. C'est intéressant de noter qu'en septembre 2019, pour la première fois aux États-Unis, il y avait plus d'indépendants que de salariés. Donc, je crois que le phénomène que nous vivons, et qui est le succès de nos modèles, hein, le succès de Capifrance Optium n'est pas le seul, on fait des croissances comme nos confrères, mais il est aussi lié à un souhait de mode de vie qui a été très, très fortement renforcé par le confinement, où nous avons eu beaucoup de demandes de renseignements sur notre modèle et sur notre façon d'agir et d'être en relation. Ce sont des patrons, c'est un statut d'indépendant, bien évidemment, mais c'est un statut plébiscité aujourd'hui par les nouvelles générations et qui a le vent en poupe. Donc, c'est une évidence que d'un côté, ils ont le risque des cotisations, de l'autre côté, quelle est leur protection? N'oubliez pas
qu'en 2020, leurs exigences en termes de cotisation ont changé. Et pour moi, je note deux éléments majeurs. Souvent, les Français et les autorités oublient qu'il y a un décalage notoire entre le moment où je sème et le moment où je récolte. Je prends mon mandat, je fais mon estimé, et avant de toucher les honoraires de ma vente, il y a bien 3, 4, 5, 6 mois de délai pour les délais légaux et autres, bien C'est ça, évidemment. entre 4 et 6 mois, tout à fait. Exactement. Et souvent, on l'oublie parce qu'on parle, ah, ça s'est vendu en 3 semaines. Non, il y a eu un compromis en 3 semaines. Ne mélangeons pas les deux. Le deuxième axe, c'est comme ce sont des indépendants, quand un Français paye 10 000 euros d'honoraires, il n'a pas conscience qu'il y en a 50% qui s'envolent pour l'État. Alors, ça me fait permettre de faire deux. Qui est un créancier prioritaire, hein, puisque tout à l'heure, on parlait des différents créanciers. Hein. Qui plus est, aujourd'hui, la valeur ajoutée de l'immobilier, c'est plus que l'industrie et l'agriculture réunies. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Et l'État sait parfaitement que la balance, si ça existait, des prélèvements de l'immobilier versus les aides fournies à l'immobilier au sens large, est excessivement excédentaire au profit de l'État. Donc, c'est aussi une activité, quand on la bloque, on se tire une balle dans le pied. À nouveau, je maintiens que je suis pour les conditions sanitaires, mais une profession réglementée avec un gage de sérieux, je crois qu'on peut, dans le cadre de la réglementation, leur donner autorité, et je le souhaite très fortement. Et l'UNIS, je répète, hein, parce que vraiment l'équipe a beaucoup travaillé dans ce sens-là, pour influencer et donner cet équilibre. Et d'ailleurs, on parle du droit au logement, mais comment peut-on avoir accès au droit au logement en n'ayant pas le droit de faire des visites? Il y a un non-sens qui est très marqué, et il y a un peu un abandon d'une profession. Aujourd'hui, il faut être soit en fermeture administrative, comme ça au moins c'est clair, soit en commerce de priorité. C'est les deux statuts clairs. Quand vous êtes entre les deux, vous êtes la tranche de jambon dans le sandwich, vous êtes l'oublié. Aujourd'hui, effectivement, il y a une partie oubliée de cette profession. Voilà, et quand on a eu les 1 500 €, c'était une super victoire. Et moi, j'ai des membres qui s'étonnent chez Capifrance ou Optium. Il y en a qui ont vu tomber 1 200 €, ils n'ont même pas demandé, puis il y en a d'autres qui attendent depuis des mois. C'est compliqué d'y voir clair. Et en termes de lobbying, pour employer le mot, comme ce sont des indépendants, c'est un peu plus difficile pour des indépendants, et c'est ce que proposent nos réseaux finalement, de se regrouper pour être plus fort sur le marché, plus fort face aux autorités, bien évidemment. Et aujourd'hui, je peux me féliciter, Henri, tu es très actif, parce qu'il y a un premier pas de rapprochement dans cette adversité, dans cette crise, entre l'AFNAIM, l'UIS et l'UNIS, majoritairement, qui sont les deux gros syndicats de la profession aujourd'hui en France. Donc, c'est la crise comme opportunité pour la profession, pour nos réseaux, parce que c'est vrai qu'on a des atouts que d'autres n'ont pas, mais il y a encore beaucoup à faire, parce que 3 mois d'arrêt sur une année civile, pas beaucoup de professionnels peuvent s'offrir ça et redresser la barre rapidement. Sur ce sujet, j'y reviens avec toi. Déjà, je fais observer que tu parlais du goût, de la préférence aujourd'hui des personnes pour ce statut d'indépendant. Tu évoques les États-Unis, c'est vrai en France aussi. Votre modèle en témoigne, mais aussi les agences immobilières traditionnelles qui recourent très largement à ce statut. C'est pour ça qu'on a voulu avoir Pascal avec nous, parce que il faut rappeler, hein, c'est 80%, il concerne les deux modèles. Hein, et dans les agences, il y a très souvent, s'il y a 5 négociateurs, 1 ou 2 salariés, et les autres sont des indépendants. Donc, ce statut a vraiment, en effet, un succès croissant. Je tenais à dire ça. Et pour le reste, alors, on va faire réagir François Hurel sur la situation aujourd'hui de tes conseillers. Encore un mot. On entend une critique alors qui s'adresse aux agences immobilières, mais elle pourrait s'adresser aux indépendants. Les agences ne sont pas assez capitalisées et les indépendants, ils ne mettent pas assez de côté. Bon, qu'est-ce que tu penses de cette critique? Fatalement, s'ils sont récents dans le métier, ça ne risque pas déjà qu'ils mettent de côté, mais les plus anciens, est-ce que réellement tu considères qu'ils manquent, ils ont pu manquer pour certains, hein, il faut tirer les enseignements aussi peut-être d'une crise, ils ont pu manquer de cette précaution? Est-ce que ça peut changer des comportements d'indépendants? Ça fera bien le lien avec ce que j'ai demandé à François Hurel tout à l'heure. Est-ce que les indépendants sont en train de comprendre pour certains, douloureusement, que voilà, il faut aussi prévoir des moments très durs
celui-ci, on souhaite qu'il ne se reproduise pas, mais il est là. On ne t'entend plus. Tu as dû couper. Gabriel disait tout à l'heure, dans nos populations, on a effectivement, nos réseaux Capifrance Optium ont 15 et 16 ans, 17 ans d'ancienneté, c'est les premiers, donc on a des personnes très solides qui ont bien évidemment eu le temps d'épargner, d'investir. Maintenant, on a donné l'accès au capital du groupe, il y a des choses pour pousser à l'épargne, c'est une évidence. Maintenant, la difficulté, c'est qu'on a des nouveaux qui ont eu accès à un niveau élevé de vie, et on a un peu cette course en avant que peut générer le RSI, puisque je ne cotise pas, j'ai un peu de temps devant moi, et puis quand arrive la note, la trésorerie est un peu tendue. Donc ça, c'est un élément sur lequel il y a de l'accompagnement, il y a de la formation, mais il y a une difficulté. Le risque, François et d'autres l'ont souligné tout à l'heure, c'est cette évolution dans le temps. Le temps est un piège majeur dans une profession où je rentre du stock, c'est comme les agriculteurs ou les vignerons, on va beaucoup en entendre parler, vous verrez, hein, les caves sont pleines. Donc, comment fais-je pour traverser ces temps de campagne dont on ne parle pas? Et c'est là où ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide parce que vous allez voir que Q1 sera plus compliqué que n'a été 2020. Ça, c'est une certitude. Donc, on peut bien mettre tout ce qu'on veut en place, nous, mais c'est vrai qu'il y a un devoir d'État. Et le deuxième point, c'est que quand vous êtes indépendant et que vous avez malgré tout des cotisations, c'est un petit peu compliqué de payer ces cotisations, de ne pas avoir de protection en face, ou pas au niveau attendu, et probablement, il y a un peu un piège là de ce côté-ci. Pourquoi est-ce que mes cotisations augmentent, mes impôts sont salés, et quand je suis en période de vache maigre, je ne suis pas pour tout État, pas du tout. Mais je pense qu'il y a un moment, et François Hurel l'a pertinemment souligné tout à l'heure, il y a un bridge à faire, là, il y a un pont, parce que ça pourra être compliqué pour certains. Et dans notre profession, comme l'année 2020 était une année très forte, même s'il y a une baisse, on a fait de très beaux mois de juin jusqu'à la fin du confinement d'octobre. Et je dois vous avouer que sur novembre, en termes d'actes, on continue à peu près sur la même lancée. C'est vraiment la difficulté des mois à venir qui pourrait nous inquiéter plutôt qu'autre chose. Et effectivement, pour les débutants, pour les autres. Mais je peux penser aux restaurateurs, ils ne sont pas loin du même statut, vous savez. Alors, ils ont en plus des baux à payer en plus. Donc, ça peut être plus compliqué. Voilà. Donc, on n'est certainement pas épargné. Il y a beaucoup d'autres professions qui ont recours aux indépendants, avec protection sociale ou pas. Et c'est effectivement… Et nous avions mis en place il y a plusieurs années des accords pour qu'ils puissent avoir accès à des protections sociales ou des protections d'épargne, mais elles sont libres, c'est le propre, ils sont patrons, ils décident de la façon dont ils veulent. Alors, on va parler peut-être des améliorations qui pourraient être faites statutairement au quotidien, à l'ordinaire des indépendants. J'intercale une observation, une question de Benjamin Darmoni qui a levé la main, et ensuite on va vers François Hurel avec trois sujets de première importance pour lui. Benjamin. Moi, j'ai deux petits sujets. Le premier qui serait de ne pas réussir à comprendre comment les professionnels de l'immobilier de bureau pourraient être immunisés contre le Covid-19. Ça, j'ai du mal à le comprendre. Pourquoi on les laisse, eux, faire des visites entre professionnels sans protocole sanitaire particulier, alors même que nous, on en a mis en place et on nous interdit de faire les visites. Dans le discours d'Olivier, je crois comprendre qu'il le comprend. Moi, je suis désolé, je ne le comprends toujours pas. Donc, ce n'est pas les uns contre les autres, c'est les uns avec les autres. Néanmoins, il y a une incompréhension à ce système et s'il pouvait me l'expliquer et lui donner 2 minutes pour le faire, je voudrais bien. Et puis, on parle de social, on parle de sécurité sociale et moi, j'ai envie de parler de partage, de portage salarial parce que moi, on m'en parle beaucoup. On me dit qu'effectivement, c'est un sujet qui vient à l'ordre du jour parce que tous ces agents commerciaux ont besoin de sécurité de l'emploi et sécurité, de plus en plus de sécurité. Alors, où en sommes-nous? Est-ce que c'est quelque chose qui va devenir un enjeu prochainement de toutes ces sociétés? Voilà ma question.
Merci beaucoup. Je l'aurais posé si tu ne l'avais pas fait. François, alors je sais que Olivier voudrait, si François me l'autorise, Olivier, je pense, veut répondre à ce qu'a dit Benjamin pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Et ensuite, Pas de problème, pas de problème. Ce sera la dernière intervention, celle de François. C'est bien normal d'ailleurs. Il va prendre de la hauteur. Alors effectivement, merci déjà Henri et François. Benjamin, sur le plan des visites professionnelles, en fait, mon propos n'est sûrement pas de mettre en position et le malheur des uns n'a jamais fait le bonheur des autres. Donc, je me réjouis que les professionnels puissent faire des visites et comme nos conseillers, nos agents sont des professionnels, je pense qu'au même titre, ils sont capables d'organiser des visites. Donc, je suis sur la même page que toi, exactement la même, mais interdire aux professionnels d'aller visiter des locaux commerciaux ne rendra pas plus heureux mes équipes de conseillers. C'est tout, tu vois. Tu prends la clause de la nation la plus favorisée. Hein, la contagion dans le bon sens, si on peut se permettre de parler de contagion, mais la contagion pour la visite et non pas la contagion du virus, effectivement. Dans tes réseaux, d'ailleurs… Ce qui me choque beaucoup plus, c'est que quand tu visites des logements sociaux, il n'y a pas de virus. Là, tout a été désinfecté, les trucs sont tout neufs, tout propres, il n'y a aucun virus. Et ça, merci Olivier, on est d'accord. On est d'accord. Le partage salarial, je peux te dire que j'ai appelé pas plus tard que vendredi dernier CCI France. Aujourd'hui, en théorie, il est interdit par la réglementation et la loi Hoguet, puisqu'on te demande de déclarer le statut de la personne. Tu déclares que la personne est salariée, mais tu ne déclares pas qu'il n'est pas salarié de ton propre entreprise. Et c'est un critère dont les CCI, on ne leur a pas demandé de contrôler de qui était salariée la personne. Donc, il y a un vide. Il devait y avoir des travaux des deux ministères en charge. Ces travaux n'ont pas eu lieu. On est certainement informé, comme je le suis, parce qu'on a quand même beaucoup de travail avec eux, et c'est un plaisir de travailler avec eux. Mais là, pour le coup, je crois qu'ils n'ont pas osé sortir du bois et dire qu'elle était clarifiée. Alors, la position… on a avec nous… Oui, c'est à toi. Merci. On a avec nous François, merci Olivier. Qui est sans doute, entre nous tous, le mieux informé de toutes ces évolutions réglementaires, sociales. Pour moi, je dirais que je crois savoir que ce chantier avance et qu'en effet, dans le CERFA, parce qu'il faut en revenir à des réalités, hein, lorsque dans une CCI, on a face à soi quelqu'un et qu'il faut définir son statut, eh bien, le statut de salarié porté doit être ajouté pour que les choses soient parfaitement claires. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un vide. Olivier a raison. Alors, François Hurel, je reviens vers vous. Ce sera le mot de la fin, en tout cas sur le fond. Là, on a parlé d'évolution de statut, que ce soit par la réglementation ou de façon délibérée. Olivier disait qu'il pourrait s'agir d'un encouragement à une meilleure protection sociale par l'épargne, par la cotisation volontaire, mais il pourrait y avoir aussi une modification réglementaire du statut à proprement parler. Et je ne parle pas que de l'immobilier. Je crois qu'il n'y a aucune chance pour qu'il y ait un statut spécifique, mais en revanche, le statut d'indépendant, d'agent commercial pourrait évoluer. Il a été évoqué le portage. En effet, c'est une ingénierie. Ne parlons pas aujourd'hui des questions de CERFA, mais est-ce que cette ingénierie sociale, à vos yeux, François, a de l'avenir, sachant que c'est un peu un tiers statut entre le salarié et l'indépendant. Voilà, votre regard avec un peu de hauteur sur les évolutions que cette période pourrait favoriser et catalyser aussi avec la complicité du gouvernement. Alors, je vais essayer de répondre un peu à toutes ces interrogations. Alors d'abord, sur les évolutions, ce qu'a montré la crise du Covid, clairement, c'est qu'il y avait deux France. La France des salariés et la France des indépendants. Alors, c'était logique, hein, il n'y a pas de critique, mais il est évident que les mécanismes qui ont joué pour la protection de l'emploi salarié ont été beaucoup plus faciles et sans doute beaucoup plus généreux dans leur mise en œuvre. Deuxième révélation, mais en fait, j'ai envie de dire, on a enfoncé une porte ouverte, c'est qu'il y avait un problème d'équité de la protection sociale en France. La France est le pays qui a inventé la protection sociale et finalement, on s'aperçoit qu'un très grand nombre de catégories ne bénéficient pas de protection sociale équitable. Entre les salariés, dont certains disent qu'ils sont des protégés ou d'autres même d'ailleurs des surprotégés,
Et en fait, les indépendants, il y a un gouffre. Un gouffre qui est lié au fait que la construction de la protection n'a jamais été faite de façon équivalente. Il y a eu un premier rattrapage qui a été tenté en 1994 par la loi Madelin, en essayant que la protection, la minimum de la sécurité sociale y soit. Vous étiez au cabinet de M. Madelin. Absolument, absolument. Mais là où on s'aperçoit qu'il y a un vrai sujet et que j'essaie de faire, ligne que j'essaie de faire effectivement bouger, c'est que alors que les salariés ont ce qu'on appelle une protection dite de prévoyance. Prévoyance de l'accident du travail, prévoyance de la maladie, prévoyance du chômage. En gros, c'est-à-dire une couverture qui vous assure un revenu pendant que vous êtes arrêté. Les indépendants, ils ont une protection sociale. Ah, ils sont soignés, ils vont à l'hôpital, ils sont effectivement soignés, ils ont une retraite, bon, à discuter. Mais lorsqu'il y a accident du travail, lorsqu'il y a maladie ou lorsqu'il y a chômage, lorsqu'il y a perte d'exploitation, disons. Ou lorsqu'il y a, voilà, et ben donc lorsqu'on est empêché de travailler pour ces raisons-là, indépendantes de sa volonté, on n'a pas de revenus. Et là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet dont on s'aperçoit il va falloir qu'à un moment donné, on le traite. Tout le monde en est parfaitement conscient. Je pense qu'aujourd'hui, le chemin est fait intellectuellement. Je crois que tout le monde a envie. Et c'est d'ailleurs une proposition que j'avais formulée dans le cadre de travaux que j'avais menés avec le président de la République lorsqu'il était encore que candidat. J'avais dit, si on ne fait pas converger les protections sociales, on va dans le mur, il y a un vrai sujet. Clairement, c'est un sujet de quinquennat. Il va falloir qu'on remette ça en fait sur le chantier pour essayer de revoir un peu les choses. On a vu d'ailleurs dans le cadre de la réforme des retraites que c'était posé une vraie question. Et c'est la même pour la protection sociale. La France a construit la protection sociale et puis les retraites sur la base d'un statut. Elle ne l'a pas attribué à un individu. Et c'est tout le problème. C'est-à-dire que maintenant que nous avons des statuts différents, des statuts alternés, on est salarié un jour, indépendant le troisième, agriculteur, et pourquoi pas tout ça à la fois, bon, et ben ce système-là ne fonctionne pas lorsqu'il s'agit d'empiler des statuts. Il faudrait que la protection sociale, une fois pour toutes, soit accrochée à l'individu, qu'il soit jeune, un peu moins jeune, en activité, quelle que soit la façon dont il exerce, et ensuite à la retraite. Donc voilà, ça c'est un premier sujet. Les choses sont aujourd'hui posées, elles sont comprises, il faudra qu'on le fasse. Ensuite, aucune chance, François, juste politique fiction, aucune chance qu'avant la fin du quinquennat, quelque chose se passe sur ce sujet-là? Si, il pourrait se passer quelque chose parce que dans le cadre de la loi LOM, la loi sur la mobilité, j'ai beaucoup forcé Elisabeth Borne sur la question des travailleurs des plateformes. Et finalement, on a convenu qu'il fallait qu'une mission soit créée pour essayer de réfléchir à la protection sociale, mais elle avait un préalable évident, c'est que la négociation sociale en France dépend de la représentativité et dépend de la négociation sociale entre les partenaires sociaux avant que le gouvernement ne s'en mêle. Et donc, en réalité, la vraie question, c'est de mettre autour d'une table des employeurs, des salariés, et puis une troisième catégorie qui, pour le moment, n'est pas à la table. Elle n'existe pas. Elle n'est pas reconnue. Alors, soi-disant, les représentants des entrepreneurs nous disent qu'ils les représentent. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, parce que moi, je m'aperçois que la première organisation syndicale des employeurs, j'ai envie de dire, qui soi-disant représentent les indépendants, n'a de cesse que de demander la suppression du régime de l'auto-entrepreneur. Alors, il faudrait savoir, ou soit on les représente, ou soit on les contre. Donc, en réalité, je pense qu'il faut, à un moment donné, que les choses soient un peu clarifiées sur ce point-là. Nous y travaillons. Et vous aurez noté une chose qui est extrêmement importante, c'est que pour la première fois, des syndicats de salariés, des organisations lourdes, ont commencé à réfléchir en disant eh ben, nous allons prendre cette population et on va tenter de la représenter. C'est un mouvement de l'histoire qui est en train de se passer. On assiste à un profond bouleversement et je rejoins totalement ce qui a été dit il y a quelques instants. Nous sommes au contrepoint d'un bouleversement profond du droit de l'activité en France. Le
le monopole du salariat, du grand salariat, modèle 1945 réformé X fois, est en train de vivre un vrai bouleversement. Je n'ai pas dit que le salariat disparaîtrait, évidemment non, mais je dis juste que le travail en fait, indépendant prend une large place et de plus en plus de place. Alors j'ai envie de dire, tant mieux. François, c'est un petit clin d'œil, mais certains s'inquiètent de voir moins de lumière. On vous a coupé l'électricité chez vous. Ah non, pas du tout. Je vais essayer d'allumer la lumière. Vous me donnez une petite seconde et je vais l'allumer. Quittez pas un tout petit instant. C'est gentil. Parfait. Alors, voilà, il y avait déjà de mauvaises plaisanteries pour dire que le sort des indépendants, c'était même pour leur… bon. Non. Mais comme j'étais passionné par le débat, vous voyez, je ne me suis même pas levé pour aller allumer. Donc voilà. Deuxième point que je voulais évoquer, la question du portage. Alors la question du portage, j'ai envie de dire, un bricolage de plus ? Non, il faut arrêter. Il y a un moment donné où la France, elle est championne du monde du bricolage. Donc, quand on n'arrive pas à résoudre un problème, parce que le droit ne vient pas là, eh ben on le bricole, ce fameux droit. Et d'ailleurs, on a quand même inventé un truc extraordinaire, c'est la société unipersonnelle. C'est-à-dire que c'est deux choses qui sont parfaitement mais contradictoires. Tout ça parce qu'on voulait bricoler et permettre que certains conservent un statut juridique, un statut social, un statut fiscal. On est les champions du monde. Alors là, sur le portage salarial, j'ai envie de dire, c'est une bonne idée pour quelques catégories de gens, mais extrêmement restreinte. Ce n'est pas une bonne idée pour de la durée, pour une raison simple. D'abord parce que ça coûte horriblement cher, et deuxièmement, qu'il y a en plus des frais de cotisation sociale, et je rappellerai juste qu'un salarié, aujourd'hui, avec le précompte, c'est 77% de charge. Un indépendant tout mouillé, si je puis dire, pardonnez-moi l'expression, c'est 24% de charge. On est dans deux mondes. Et donc, la vraie question qui pourrait se poser, et là je fais de la politique fiction, c'est qu'on va frotter à un moment donné ces deux niveaux de charge. Ces deux niveaux de charge, ils vont commencer à exister. On va commencer à dire, bon voilà, il y en a qui paient 70, pour lesquels il faut payer 77, et d'autres 24. Ça frotte. Et c'est ça qu'il va falloir, c'est à cette question-là qu'il faudra qu'à un moment donné, il faudra répondre. C'est pour ça que je vous dis que c'est un sujet de quinquennat, parce que c'est un vrai sujet de fond. Mais on est en train de l'ouvrir. Il s'ouvre d'ailleurs assez naturellement, parce que de plus en plus de gens, évidemment, accèdent à ce régime. Donc, et je conclurai par là, je pense que le portage, il a des vertus dans un certain nombre de cas très temporaires, parce que je suis un licencié, parce que je vais faire une mission, mais voilà, mais c'est très ponctuel. Ça peut pas exister dans la durée. Alors bon, cela dit, effectivement, c'est une solution qui est apparue. C'est vrai que certains négociateurs indépendants en font le choix, parce que ça se passe souvent dans ce sens-là. Certains entrepreneurs en font le choix aussi avec eux. Bon, en tout cas, on voit bien que ce sont aussi des insuffisances du statut d'indépendant. Vous les dénoncez vous-même. Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Qui conduisent à… C'est toute la question, c'est tout, effectivement. C'est-à-dire que comme on ne veut pas résoudre la question clé, en fait, on va la contourner avec un petit bricolage. Je pense que ce n'est pas raisonnable. Alors, je n'ai pas dit que j'étais contre le portage, absolument pas, mais je ne crois pas que ça soit intéressant pour une activité dans la durée, dans le long terme. Voilà. Votre position est claire, et puis surtout, moi, je voudrais vous remercier. Je pense me faire l'écho de chacun et des plus de 1000 participants. Vous remercier parce que vous avez parlé avec la franchise qu'on vous connaît. C'est pas pour rien qu'on vous invite. Avec la compétence sur ces sujets-là qu'on ne peut pas ne pas vous reconnaître. Et puis vous êtes un relais en direction de ceux qui peuvent aujourd'hui prendre des décisions importantes pour nous. Nous sommes à votre disposition sur notre site, Union des auto-entrepreneurs. Vous y allez, vous trouvez d'abord toutes les informations que nous mettons à jour au quotidien pour accompagner les démarches administratives, pour essayer de mieux comprendre effectivement les textes. Et on va décortiquer évidemment le fameux formulaire du Fonds de solidarité dès demain matin.
ou dès cette nuit, et on est à votre disposition pour répondre en fait à vos questions. J'espère que cette réunion augure d'autres réunions et je serai ravi d'y participer, que l'Union des auto-entrepreneurs y participe. Grand merci. Et puis, je le dis, c'est vrai pour vous, c'est vrai pour tous les autres. On improvise nos réunions, hein, je l'ai dit, elles ont une fréquence hebdomadaire. Donc, c'est avec beaucoup de simplicité que vous répondez quelques jours avant l'échéance. François Hurel l'a fait comme chacun d'entre vous. Moi, je vous en remercie infiniment. Pour l'organisateur que je suis, c'est un plaisir, voilà, d'avoir cette simplicité dans les réactions. Partagez. François, cher président, merci beaucoup. Je remercie merci les 3 patrons de réseau que sont Olivier Colcombé, mais aussi Gabriel Pacheco et puis Olivier Descamps. Je remercie, puisqu'on parle d'Olivier Descamps, la conseillère qui, travaillant sous son enseigne, Déborah, était avec nous. Je remercie Pascal, qui a eu la même sincérité qu'elle et qui nous a montré quelle réaction il avait aujourd'hui dans cette période très, très difficile. Et puis pour le mot de la fin, je passe la parole, comme je l'ai fait au tout début, à Émilie et puis aussi à François-Emmanuel à sa suite et à Benjamin. Et pour moi, je vous remercie encore. Merci aussi aux participants. Grande stabilité hein, du début à la fin. Et pourtant, on aura débattu, 1h03. Oui, mais je crois que c'était important. Merci Henri d'aborder le sujet du statut qui est assez méconnu et qui est aussi une identité des agents et qui exercent un beau métier d'agent commercial dans l'immobilier et que leur statut soit un peu plus explicité, reconnu et c'est vrai que nous, en tant qu'indépendants, c'est plus fort que nous. On en a besoin. C'est naturel et on aime cette indépendance. Et elle a un coût, elle a un prix, mais c'est vrai que du coup, se battre pour la possibilité de refaire ses visites le plus vite possible dans le respect des règles sanitaires, c'était notre enjeu ce soir. Et je remercie chacun des participants apporter cette pierre à l'édifice. Merci encore. Et à la semaine prochaine. Henri, on organise ça le plus rapidement possible. Vous saurez très vite le thème qui va nous animer. Vous saurez très vite. Benjamin, François-Emmanuel. Merci à tous. Encore une fois, cela nous aura permis d'en savoir plus. Moi, je n'ai qu'un seul vœu. Laissez-nous faire visiter. François-Emmanuel. Oui, pareil, hein, sur la notion du droit au logement, un droit fondamental, il faut le faire respecter. Je pense que le médiateur de la République pourrait être saisi. J'ai vraiment l'impression qu'on a un droit qui est bafoué pour les Français que nous logeons tous, nous, en tant que professionnels de l'immobilier. Donc, je suis j'ai une réaction forcément vive. Sur l'autre sujet que l'on a abordé, il faut savoir que le salariat est une notion quand même relativement récente et on voit quand même une tendance générale, y compris dans les nouvelles générations, à adopter un statut qui soit plus souple, plus vivant, plus en phase avec notre vie et nos contraintes contemporaines. Donc, je suis très heureux que l'UNIS accompagne justement ces nouveaux acteurs de l'immobilier parce que c'est plus qu'une tendance, c'est un vrai mouvement de fond qui libère tout un chacun et qui offre une vraie liberté d'entrepreneuriat et d'avoir une maîtrise sur sa propre vie. Voilà, donc je suis très heureux d'avoir encore assisté à cette conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée et chacun prend l'apéritif chez lui comme il se doit. À bientôt, la semaine prochaine. Merci, bonne soirée.